Bien, merci beaucoup. Alors, j'imagine que la majorité d'entre vous sont plus dans le domaine du logiciel et de l'informatique. C'est pour dire que nous, c'est dans la science biomédicale. Et dans la science biomédicale, on parle beaucoup de la science ouverte ou science libre. Je trouve qu'en anglais, open science, ça se dit bien et ça se comprend bien, mais en français, science ouverte, ça a l'air, je trouve, un peu bizarre, là. Et puis, science libre ou libérer la science, c'est un terme que M. Stallman, là, qui, je ne sais pas s'il est ici, qui m'a appris, disons, m'a montré, m'a fait comprendre un peu l'utilité des mots. Donc, c'est dans un domaine complètement différent. Donc, dans les sciences biomédicales, la notion de science ouverte, comme on va vous présenter, c'est de la hérésie. Donc, c'est très différent que dans votre domaine, que je comprends est quand même complexe. Donc, juste quelques mots à propos de l'Institut et de l'hôpital neurologique. Alors, ça a été fondé en 1934 par Dr. Wilder Penfield et c'est un établissement qui fait de la recherche en neurosciences et les soins cliniques. Alors, nous sommes un hôpital et un centre de recherche intégrés et donc c'est vraiment ce qui nous rend pas unique, mais disons différent de la majorité des autres centres de recherche ou d'hôpitaux au monde. On a une expertise quand même dans plusieurs domaines, la génétique, la biologie cellulaire, les modèles animaux et aussi les soins de patients. Alors, on a aussi une infrastructure quand même importante. Donc, ça, c'est le neuro. Alors, nous avons deux missions, comme j'ai dit. Il y a la mission, finalement, universitaire, recherche et enseignement, 105 professeurs, dont il y a 15 cliniciens-chercheurs. Alors, les cliniciens-chercheurs sont importants parce qu'ils peuvent parler les deux langues, la langue clinique et la langue de recherche. Et nous avons plusieurs laboratoires, beaucoup d'étudiants, environ 600 personnes en total. La mission clinique, nous avons plusieurs médecins, dont des neurochirurgiens, des neurologues, aussi des neuroanesthésistes, des neuropathologistes, des neurointensivistes. Nous supervisons beaucoup de résidents. Alors, c'est des médecins qui sont en train d'étudier pour devenir spécialistes. Un gros corps infirmiers-infirmières, 450 à temps plein, et les professionnels paramédicaux, l'ergothérapie, physiothérapie, psychologie, neuropsychologie, etc. Okay. Alors, nous avons 8 programmes cliniques, 8 programmes de recherche et des plateformes de recherche que je peux vous en parler tout de suite. Un centre d'imagerie cérébrale qui, quand on pense à la science libre, le domaine de l'imagerie cérébrale, c'est vraiment les avant-gardes. Alors, eux ont beaucoup adopté des principes de science libre. Pourquoi? Bien, ils sont très proches de l'informatique. Et puis, je pense que la culture du logiciel ouvert ou logiciel libre les a influencés. Donc, c'est centre d'imagerie cérébrale. Ça, c'est pour des modèles animaux. On a une unité de recherche clinique. L'unité de recherche clinique, c'est là où on fait les essais cliniques. Notre unité de recherche clinique fait 15 % de tous les essais thérapeutiques dans tous les domaines de la médecine de tout le Canada. Donc, nous avons plus d'études au neuro qu'il y a, par exemple, au CHUM. Donc, une unité de recherche clinique importante. Ensuite, une banque de données et de biologique que je vais parler et une plateforme que je vais parler un peu plus tard. Alors, le contexte, bien, finalement, comme vous le savez très bien, nous sommes à l'aube, et puis peut-être même pas à l'aube, on va peut-être rentrer dans le domaine des mégadonnées. Des mégadonnées, dans notre domaine, c'est surtout la génétique, qui est des terabits, téraoctets, c'est ça en français. Et en imagerie cérébrale aussi, où il y a quand même beaucoup de données. Il y a, par exemple, un des professeurs qui a plus de 100 000 résonances magnétiques du cerveau dans sa base de données. Alors, ça, c'est beaucoup de résonances magnétiques. Montréal, comme vous le savez, c'est un centre pour l'intelligence artificielle
et l'intelligence artificielle recoupe beaucoup la neuroscience, et c'est des domaines qu'on utilise de plus en plus ensemble. Nous avons aussi recruté 22 nouveaux professeurs dans les derniers 2 ans ou 3 ans. Donc, on a un rajeunissement de l'institution. Et nous avons des programmes novateurs, par exemple, des cellules souches, neuroinformatique pour intégrer l'imagerie et la génomique, et apprentissage machine, technologie préapportée pour modifier la pratique clinique. Souvenez-vous que nous sommes toujours sur l'interface entre la recherche et la clinique. C'est vraiment ça notre dada. Alors, le neuro, vraiment, a toujours eu la mission de faire de la recherche scientifique au service du patient, des familles et de la société. Et nous avons arrivé à la conclusion que beaucoup d'autres gens sont arrivés à la conclusion que la science libre est un moyen d'étendre la portée de nos activités de recherche et en partageant nos données, un peu comme Madame a dit juste avant qui m'a introduit, on veut partager non seulement les publications, ce qui est important, ça c'est l'accès ouvert, mais aussi les données et les matériaux biologiques que nous produisons. Alors nous autres, on produit des anticorps, des souris transgéniques, des lignées cellulaires, beaucoup de différentes choses biologiques aussi. Bon, c'est la raison que nous avons décidé d'embarquer dans la science libre. Et puis, c'est pour dire que la science libre, nous, c'est dans les neurosciences. Et puis, je crois que pour les neurosciences, c'est vraiment essentiel d'adopter une philosophie de science libre. Pourquoi? Bien, les maladies du cerveau sont parmi les besoins non satisfaits les plus présents dans la médecine. Alors, la prédiction est dans 2030, les maladies neurologiques vont être plus importantes que les maladies cardiovasculaires et le cancer combinés à l'échelle mondiale. Donc, les problèmes de cerveau, quand même, très importants. Et avec la population vieillissante, ça va devenir encore de plus en plus important. Pourquoi? Parce que les cardiologues ont fait du bon travail et puis on meurt de moins en moins du cœur. Et les oncologues ont fait du beau travail et il y a de plus en plus de cancers qui sont traitables ou où on peut étendre la vie de beaucoup d'années. Mais pour la neurologie, zéro. Okay? Donc, il y a zéro traitement qui change le devenir des maladies neurodégénératives, que ce soit l'Alzheimer's, le Parkinson's, la SLA, et aussi les maladies neurodéveloppementales, l'autisme, la schizophrénie, zéro. Il n'y a rien. Zéro. Okay? Donc, je dirais pas un très gros succès et donc un très grand et un grandissant besoin. Et le coût, bien, écoutez, c'est cher, là, puis ça va devenir plus cher. Et puis, c'est ça que je viens de dire. Okay. Alors, nous avons embarqué, peut-être d'une façon un peu naïve, dans cette aventure de science libre. Et, bien, écoutez, ça a été rapporté dans Science et Nature comme étant une orientation intéressante. C'est pour dire que c'est pas comme si moi ou quelqu'un s'est réveillé un matin et a dit on va être une institution ouverte. Là. Ça marche pas comme ça. Et alors, on a eu un processus quand même de 18 mois où on a défini qu'est-ce que c'est la science libre pour nous autres, parce que la science libre, ça peut dire beaucoup de différentes choses. Et d'ailleurs, ça veut dire quelque chose de différent pour chaque personne. Donc, il fallait dire que nous autres, si on veut être une institution de science libre, bien, c'est quoi ça pour nous? Puis ça, je vais en parler dans une minute. Nous avons recensé les activités de sciences libres qu'il y avait dans l'institution. Déjà, il y en avait, comme par exemple dans l'imagerie cérébrale. On a fait un processus de consultation avec tous les employés, les professeurs et les étudiants de l'Institut. On a eu des town halls, des retraites. On a eu toutes sortes de différents forums pour discuter de la science ouverte et l'utilité. Il y a eu une étude par des spécialistes en sciences sociales pour regarder quels étaient les obstacles et les contraintes. Et puis, on a fini par élaborer des principes directeurs
qui ont été approuvés à l'unanimité par le professorat de l'Institut neurologique de Montréal. Et nous sommes une unité de McGill, et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, là. Alors il fallait qu'on ait la permission de la haute direction de McGill d'être capable d'adopter ces principes directeurs. Et nous avons eu cette permission, si vous voulez, et le soutien officiel de l'université. Et ça l'a mené à la création de qu'est-ce qui est l'Institut de sciences libres Tannenbaum, et puis on appelle ça TOSI pour le Tannenbaum Open Science Institute. Donc, des fois, je vais parler de TOSI, et des fois, je vais parler de l'Institut des sciences libres de Tannenbaum, mais c'est la même chose. Alors, M. Tannenbaum a fait un don de 20 millions à l'Institut de neurologie pour nous faciliter la tâche de devenir une institution ouverte. Et puis, ça a été annoncé avec M. le Premier ministre. Et ça, c'est Mme la rectrice, essentiellement la présidente de l'Université de McGill. Puis, il y avait M. Tannenbaum là à la gauche. Vous avez deviné. Alors, l'Institut de sciences libres Tannenbaum, TOSI, donc c'est une entité universitaire au sein de la faculté de médecine. Et notre mission, c'est de concevoir et promouvoir un nouveau modèle de découverte et d'innovation basé sur les principes de la science libre pour accélérer les connaissances pour le bien des patients et la collectivité. Donc, finalement, l'opérationnalisation de la science libre chez nous. Parce que la science libre, ce n'est pas de la science gratuite, ça coûte de l'argent, et puis vous allez voir, pour être capable de rendre les choses disponibles. Okay? Et le but de TOSI, c'est aussi être comme viral et infecter d'autres institutions. Et nous travaillons beaucoup à essayer de convaincre d'autres institutions d'adopter des principes semblables aux nôtres, mais pas nécessairement identiques, mais finalement aller dans la direction de sciences libres. Et donc, j'étais, par exemple, lundi soir à Toronto, donner une conférence pour essayer de convaincre différents gens là-bas de commencer à adopter ça. Il y a l'Institut Pasteur en France qui est très intéressé, et d'autres universités et d'autres entités. Alors, les objectifs de TOSI, c'est, comme j'ai dit, finalement, accroître notre impact, concevoir les outils et les infrastructures qui nous permettent d'appuyer le partage de données et de matériel, ainsi que ce qu'on appelle la commercialisation ouverte. Alors, quelque chose qui semble contre-intuitif, au moins pour des gens qui ne sont pas dans le logiciel, c'est que la science ouverte ou la science libre, ce n'est pas incompatible avec la commercialisation. Et ça, c'est la première chose que tout le monde me dit, vous êtes anti-commercialisation, mais on ne l'est pas du tout. Et nous croyons que la commercialisation, c'est quelque chose de très important, mais il n'y a pas de modèle dans les sciences biomédicales de comment faire la commercialisation en suivant des principes de sciences libres. Il y en a évidemment dans le monde du logiciel. On a juste à voir les compagnies, là, les immenses compagnies qui ont très bien réussi. On veut aussi mesurer les retombées de sciences libres. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment je ne sais pas comment dire, un experiment. Comment dire en français? Hein? Une expérience. Je trouve que ça ne veut pas dire exactement la même chose, mais finalement, nous sommes des cobayes. On fait une tentative, ouais, on est en train de... Finalement, nous sommes un peu aussi, comme Madame a dit au début, c'est comme nous sommes des précurseurs et on a encouragé le développement d'un groupe de sciences sociales pour regarder à l'expérience sociale que nous faisons. Alors, nous autres, finalement, ce n'est pas de la science. Devenir une institution de sciences libres, ce n'est pas de la science fondamentale ou de la neuroscience, c'est vraiment de la science sociale. Et donc, il y a des gens dans le domaine des sciences sociales qui sont en train de regarder à qu'est-ce qu'on fait et ils vont mesurer qu'est-ce qu'on va faire et ils vont trancher, ils vont dire « Ah, ben ça ne marche pas » ou « ça marche » ou « ça marcherait mieux d'une autre façon ». Et finalement, c'est important
parce que essayer de convaincre d'autres institutions d'adopter ces principes-là, mais ce serait très bien si on avait un groupe indépendant qui disait que ça marche, ou ça marche plus ou moins, ou j'espère que ça marche. Ça va marcher. Bon. Alors, on encourage aussi les membres de la communauté scientifique d'adopter des principes de science ouverte. Alors, pourquoi qu'au début, Madame a dit que nous sommes la première institution au monde dans le biomédical, anyhow, pour adopter des principes de science ouverte. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent de science ouverte, et ce n'est pas pour dire que tout le monde fait tout fermé. Alors, la définition de science ouverte pour nous, c'est publication ouverte. Ça, on en a entendu parler avant. C'est finalement une composante importante, mais aussi les données ouvertes. Alors, c'est rendre les données disponibles à tout le monde. Et puis ça, c'est un gros travail parce que nous avons des données d'imagerie, nous avons des données de génétique, nous avons des données cliniques, nous avons des données cliniques longitudinales, nous avons des données biologiques, que ce soit des résultats de criblage, de cibles pour des médicaments, etc. Donc, ça, c'est compliqué, les données ouvertes. Nous avons une biobanque, alors nous sommes un hôpital. Alors, nous avons créé une biobanque, mais c'est une biobanque qui vraiment, le patient arrive, il signe un consentement et toutes les données cliniques longitudinales sont disponibles pour des chercheurs. Et on prend du sang, on fait des lignées cellulaires, on fait des cellules IPS. Des fois, on prend du liquide céphalorachidien. Des fois, il y a de la chirurgie et il y a des morceaux de cerveau ou il y a des morceaux de tumeurs. Ou des fois, ils meurent. Alors, la SLA, l'espérance de vie moyenne est 2 ans. Donc, dans la SLA, nous avons une autopsie toutes les 2 semaines pour cette maladie-là. Okay? Donc, ça, c'est unique au monde. Propriété intellectuelle ouverte, nous n'allons pas faire de brevets. Alors, pas de brevets. Je veux dire, les gens, il y a aussi un principe de l'autonomie. Alors, si quelqu'un dans l'institution pense qu'ils vont devenir milliardaires s'ils brevettent leurs choses, bien, ils peuvent le faire, mais nous, on ne va pas les empêcher, on ne va pas les aider et on ne va rien demander. Donc, ils sont libres de le faire, mais nous n'encourageons pas la prise de brevets. Pourquoi? Parce que nous autres, la recherche qu'on fait, c'est de la recherche très, très en amont. C'est très tôt. Alors, nous sommes dans le pré-compétitif. Nous sommes là pour créer des connaissances et ces connaissances-là devraient servir à d'autres, y inclut l'industrie, pour développer des médicaments. Mais nous autres, si on commence à mettre des brevets, on va, nous croyons, empêcher le développement, nous allons bloquer le partage, nous allons ralentir les choses, donc pas de brevets. Et puis, si on regarde aux 15 dernières compagnies qui ont été créées à partir de l'Institut de neurologie, il y en a 14 que c'était du know-how. Donc, il y en avait un où il y avait un brevet qui a été utile. Alors, pour 1 sur 15, ça ne vaut pas la peine de s'emmerder avec des j'ai rien contre les avocats, mais avec toutes les complexités de contrats, de Material Transfer Agreement, de peut-être demander des royalties, demander toutes ces choses. Alors, niet, on ne fait pas ça. Et bon, on ne fait pas ça, puis on pense que c'est la meilleure façon de procéder. Alors, ça, c'est nos principes directeurs. Alors, finalement, la diffusion de données et les ressources scientifiques, au plus tard le jour de la publication. Et ce n'est pas juste les données, c'est aussi les papiers. Nous, avec les partenariats externes, nous voulons qu'ils adoptent les mêmes principes. Alors, par exemple, s'ils nous envoient quelque chose, on ne veut pas qu'ils nous rattachent ou ils empêchent la diffusion libre de le matériel ou de l'information. Ça ne marche pas toujours parce qu'on ne peut pas forcer tout le monde, mais nous les encourageons. Aussi, la banque de données, la banque est librement disponible et pas de demande de brevet, comme j'ai dit. Et puis, l'autonomie, et finalement, nous ne sommes pas la police. Si les gens ne croient pas là-dedans, c'est un peu pour ça qu'on a passé les 18 mois à éduquer et convaincre tout le monde.
Alors, parce que à la fin, c'est volontaire. Hein? Il faut que les gens y veulent. On ne peut pas forcer le monde. Là. C'est pas nous sommes une institution académique. Là. On n'est pas une compagnie. Alors, composante du projet, 4 plateformes. La plateforme neuroinformatique, très complexe. Je ne comprends rien dans l'informatique, mais ça a l'air très compliqué. Il y a la base de données qui est clinique, biologique, imagerie et génétique, dont toutes ces données-là sont intégrées et vont être disponibles. Plateforme pour les découvertes de médicaments. Alors, nous, souvenez-vous que nous voulons vraiment trouver des nouveaux médicaments. Alors, on a développé une plateforme qui utilise notre banque de données pour créer des lignées cellulaires de patients et des tests pour être capable des assays, pour être capable de trouver quelles sont les bonnes cibles pour des médicaments. Okay? Puis on a aussi développé un portail pour publication libre. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. La plateforme libre neuroinformatique, finalement, différents genres de données. Aussi, il faut protéger. Nous, c'est des données de patients. Hein? Alors, quand même, la confidentialité, le consentement, etc., très, très important. Et il y a aussi la diffusion des données auprès des chercheurs de différents groupes. Alors, on veut finalement transparence, fluidité de partage et éviter la duplication, parce qu'il y a beaucoup de duplication parce qu'il n'y a pas de partage. Alors, notre banque de données, c'est finalement, comme j'ai dit, c'est des données cliniques longitudinales, échantillons biologiques, données d'imagerie et génétique. Nous avons une structure de gouvernance robuste, cadre éthique novateur. Alors, ça nous a pris 2 ans pour l'éthique, ce n'était pas exactement simple, mais quand même, c'est des plus hauts standards et c'est en arrière de nous, même s'il y a d'autres. Il y a toujours des questions éthiques qui sont soulevées, là, mais quand même, nous avons la permission pour développer notre banque. Et puis, ça vise à accélérer la mise au point pour les traitements, pour finalement donner des échantillons biologiques et des données aux chercheurs pour approfondir les compréhensions des maladies et aux intervenants de l'industrie afin de permettre des criblages éventuels pour des composés. Alors, nous voulons travailler avec l'industrie. Okay? Il y a aussi l'engagement des patients. Je ne sais pas si vous savez, mais les patients sont très enthousiastes de participer dans cette activité. Et puis, il y a des patients dans la gouvernance aussi. Okay? Donc, plateforme libre pour la découverte des médicaments. Ça, ici, ça m'a un peu surpris, pour vous dire honnêtement. Là. On voulait prendre avantage des cellules souches qui avaient été créées, les cellules iPSC. Alors, on peut prendre des cellules de n'importe qui, et ça peut être différents genres de cellules, et puis on peut faire n'importe quoi avec, que ce soit des neurones moteurs, des neurones dopaminergiques, des neurones corticales, un mélange de neurones et de glies. On fait des mini-brains maintenant, qui sont finalement des petits cerveaux, mais par exemple, on fait d'une région de cerveau qui s'appelle le midbrain, et puis c'est ça qui est impliqué dans le Parkinson's. Alors, on peut faire des mini-cerveaux ou des mini-structures neurologiques des régions les plus importantes pour la maladie, avec les bonnes neurones, mais à partir des patients qui ont la maladie ou qui ont des mutations pour la maladie ou pas de mutations. Okay? On veut travailler avec les sociétés pharmaceutiques et d'autres partenaires pour mettre au point des nouvelles technologies et découvrir des nouveaux traitements personnalisés. Et on veut avoir un modèle durable pour qu'on puisse utiliser de façon libre et autonome avec différents instituts et entreprises au contexte de la mondialisation. Alors, à ma grande surprise, là, ça marche très bien. Nous avons à date 20 millions en subventions, en dons et en contrats de l'industrie. Alors, il y a 3 grosses industries pharmaceutiques qui nous donnent de l'argent et on fait ça dans le domaine ouvert. On se demande pourquoi ils veulent faire ça. Bien, eux, ils donnent 2 millions, mais une autre compagnie donne 2 millions, puis un autre donne 2 millions, puis on est rendu à 20 millions. Donc, ils ont 20 millions de dollars de travail pour 2 millions d'investissements. Donc, avantageux pour eux. Et eux, ils ne sont pas experts dans ce que nous autres on fait. Donc, ils ont accès à nos cerveaux
et ils ont accès à nos banques de données et à nos matériaux. Et donc, eux autres sont gagnants. Eux, ils veulent savoir quelle est la bonne cible pour développer un médicament. C'est ça qu'eux autres, ils veulent savoir. Et puis, c'est ça notre but, c'est de trouver quelle est la bonne cible. Et puis, une fois qu'on montre que quelque chose est une bonne cible, toutes les compagnies au monde peuvent travailler pour développer les médicaments pour traiter ces maladies-là. Et bien, eux, ils feront ça dans leur compagnie, et puis ils feront des brevets et tout ça. Mais on ne veut pas le faire avec une compagnie, parce que là, cette compagnie-là peut décider d'arrêter, et puis ça va nulle part, ou peut aller lentement. Alors, on veut que ce soit compétitif. Et puis, on a un portail de publication libre. C'est un partenariat avec le Faculty 1000. Publication rapide, on peut publier des données négatives, qui est difficile à publier généralement, mais qui est très important dans le domaine. On peut aussi publier beaucoup de données. Donc, ça peut être des papiers de données qui peuvent être très utiles aussi. Il y a une révision ouverte et transparente des pairs. Donc, on a un portail unique là, pour le MNI, le Montreal Neurological Institute. Et puis, on veut aussi, comme j'ai dit, que quelqu'un mesure notre performance et que ceux qui mesurent soient indépendants. Alors, nous autres, on a une expérience sociale de façon dont, collectivement, nous réalisons nos projets. Et puis, c'est M. Richard Gold, qui est avocat, professeur à l'Université de McGill, qui est comme le chef d'orchestre. Et puis, le workshop à Washington était vraiment pour développer comment est-ce qu'on mesure les succès de la science ouverte. Et il y a un suivi, puis celui-là a été subventionné par le Gates et par le gouvernement de l'Angleterre. Et puis, il y a un autre qui va être fait à Londres dans quelques semaines, qui est subventionné par le Wellcome Trust. Donc, ça va très bien. Donc, c'est important pour montrer l'impact. Avez-vous des questions? Merci, M. Rouleau. Donc, on a le temps pour des questions. Allons-y. Oui, bonjour. Mon nom est Raina Buncan. Je suis médecin et chercheur en évaluation et technologie de la santé. J'ai une question concernant les données. Effectivement, je pense que la recherche d'innovation passe par l'utilisation des données et le partage des données. Pour moi, il y a une sainte trinité pour les données. Et je l'ai dit en anglais. Il y a Big Data, il y a Open Data, il y a Linked Data. Donc, on a parlé de Big Data, de données mégadonnées, on a parlé de données ouvertes, mais on ne parle pas beaucoup des liens entre les données. Liens entre les banques de données, de recherche, cliniques et autres. Et ces liens se font par l'utilisation des métadonnées, l'utilisation des ontologies, des outils de web sémantique. Donc, il existe des bio-ontologies. Donc, le NIH, le National Institute of Health, a un portail de bio-ontologies. Donc, où êtes-vous rendu dans l'utilisation des ontologies, des outils web sémantiques dans la construction de vos banques, différentes banques de données? Oui. Alors, c'est une bonne question, et puis ce n'est pas mon expertise, mais nous, c'est un patient et toutes les données liées à ce patient-là. C'est ça le lien. C'est un patient avec le Parkinson's qui progresse de telle façon, qui développe ou ne développe pas la démence, qui répond bien ou mal à certains médicaments, etc. Son génome, parce qu'il y a les données génomiques, il y a des résonances magnétiques, peut-être plusieurs, longitudinales, avec donc les données d'imagerie. Et puis, c'est ça le lien. Évidemment, dans les données cliniques, il faut mettre de l'ordre là-dedans, comme vous dites, parce que la terminologie clinique ou médicale est très variable de place en place. C'est un peu ça, si je comprends bien votre question, ou au moins une partie de votre question. Donc, mais le lien est le patient et les définitions qu'on va donner aux maladies puis aux différents avancements du maladie. Puis les données sont toutes liées. Alors, si quelqu'un veut regarder à l'imagerie, il peut regarder à l'imagerie et puis il peut avoir du binning basé sur des classifications de maladies, des sous-classifications de maladies, des pronostics, les réponses aux médicaments. Alors, c'est ce genre de linkage-là qu'ils peuvent faire. Je pense que vous avez raison pour les patients
Et vous avez mentionné ici la confidentialité. Et un élément très important, c'est d'empêcher la réidentification du patient à partir des données qui sont partagées. Donc, encore une fois, les métadonnées, les ontologies peuvent servir à ce niveau-là. Donc, ma question est vraiment par rapport à la mécanique, à l'opérationnalisation des données ouvertes. Oui, mais ça, je ne sais pas. Bon, merci. Ça, c'est J'ai dit que je ne connais rien en informatique, là, et c'est un fait. Oui. Bonjour, merci. Ma question concernerait les brevets. Parce que j'ai travaillé avec Médecins sans frontières pendant un moment, puis un des gros problèmes qu'on avait, c'était justement les compagnies pharmaceutiques qui avaient les brevets sur des médicaments et qui, même dans des cas de situation humanitaire, chargeaient jusqu'à 4000 % de profit sur leurs médicaments, ce qui est extrêmement problématique pour un OSBL qui veut agir dans ce genre de contexte-là. Puis, dans la plupart des législations, on travaille activement pour rendre encore ces lois-là sur les brevets encore plus drastiques, pour plus longtemps, plus difficiles à prendre pour d'autres compagnies à l'intérieur de ça. Vous avez parlé de la compétitivité, du fait que vous ne voulez pas avoir des brevets. Est-ce qu'il existe une forme de licence ou un projet d'une licence, comme il y en existe en informatique, qui donnerait des droits différents à des OSBL, des institutions d'éducation, par rapport aux entreprises qui marchandiseraient? Puis s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui empêche, par exemple, pour les universités qui travailleraient en sciences ouvertes, une entreprise comme ça de prendre une découverte ou une façon, une méthodologie, de la breveter et, elle, ensuite de contrôler ça, de garder les profits à l'intérieur de ça? Bien, ils ne peuvent pas prendre ce qu'on fait puis le breveter parce que nos données ne peuvent pas être utilisées pour le brevet. Ça fait partie des ententes. Pour un brevet, il faut que, on dit que la cible est telle, il faut inhiber telle protéine. Bien, eux autres vont développer des médicaments ou des traitements qui vont inhiber ça. Okay? Et puis, ils vont faire un brevet là-dessus. Mais toutes les autres compagnies peuvent savoir qu'il y a la même cible, puis eux autres peuvent développer des traitements pour cette cible-là, et puis ça va être des traitements différents. Donc, je pense que pour ça, on est correct. On a une discussion pour voir un peu, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, mais oui, c'est des licences pour garder les choses ouvertes. Alors, si tu utilises ce qu'on a, il faut que ça soit ouvert. Je sais que dans le domaine du logiciel, ça existe. Et on a un modèle qui a été fait avec le Structural Genomics Consortium à Toronto. Il y a un modèle, et puis on est en train d'explorer, est-ce qu'on devrait faire ça, et si on fait ça, quand est-ce qu'on devrait le faire et comment? Donc, c'est une bonne question, on n'a pas la réponse, mais on est en train de regarder à ça. Et le troisième, c'est l'immoralité des compagnies pharmaceutiques avec des prix de médicaments qui sont énormes. Alors, tant qu'à moi, là, les compagnies pharmaceutiques ont le droit d'avoir des brevets pour être capables d'investir, et puis le brevet fait qu'ils peuvent se rembourser les coûts du développement. Ça, c'est le modèle. Okay? Mais ils n'ont pas le droit de s'enrichir de façon extraordinaire en demandant des prix exorbitants. Et ça, c'est vraiment une question de législation, parce que, je pensais que je parlais trop, ouais. Alors, c'est vraiment, il faut que le gouvernement tranche, OK? Le gouvernement a créé les brevets, OK? Ils peuvent les abolir, ils peuvent les changer. Il y a des brevets, par exemple, moi, dans mon domaine de la génétique, il y avait plein de brevets de gènes, et puis, ça n'existe plus. Pas le droit de faire de brevet de ça. Alors, mais ça, c'est un problème de société qui va beaucoup au-delà de nous autres. Et il y a des gens qui pensent que le coût du médicament devrait être lié au coût de production du médicament, et il devrait y avoir un autre système pour que les compagnies puissent se rembourser. Et de cette façon-là, les gens ne vont pas être pénalisés. Mais ça, c'est un gros... ça va bien au-delà de l'Institut de neurologie, mais c'est un problème important. Est-ce que j'ai encore le temps de faire un follow-up sur la question? C'est court, allez-y. C'est relativement court. C'est en fait justement quand vous allez parler avec d'autres programmes dans d'autres universités qui font d'autres choses, par exemple en génie, où ce que là, eux vont directement, l'application de ce qu'ils font découle sur des brevets. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'eux ont des problèmes avec l'idée de sciences libres dans d'autres contextes que le vôtre? Oui, alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, nous autres, on est dans les neurosciences, OK? Et moi, je ne présume pas avoir les connaissances nécessaires pour être capable
te dire si ces principes-là seraient utiles même dans d'autres domaines de la médecine et encore moins dans des domaines que je connais moins, comme le génie, etc. Je crois que dans toute la médecine, ça devrait marcher dans toute la médecine. Mais en génie, je ne sais pas, je ne comprends pas assez le système. Et c'est sûr qu'il y a de la résistance dans différentes parties de l'université, mais dans le biomédical, la résistance est énorme. Hein? Alors, moi, c'est assez, ça. Moi, je vais travailler dans le biomédical. Et dans d'autres domaines, ils s'arrangeront. Merci beaucoup. Merci, Dr. Arnaud.